Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser la correction complète du sujet de bac 2026 Métropole jour 1. Au programme en physique, un exercice sur la mécanique des fluides, les circuits RC et de la thermodynamique. En chimie, de la synthèse organique, de la cinétique chimique et des titrages. Je vous recommande de télécharger le sujet dans la description et d'essayer de le résoudre par vous-même avant de suivre cette correction détaillée. Exercice 1, étude du lave-linge. Donc le sujet débute par une mise en contexte. On y apprend qu'un lave-linge est modélisé par une cuve de forme cubique reliée à une chambre de compression cylindrique. Lors du remplissage, le niveau d'eau augmente et comprime progressivement l'air qui est enfermé dans cette chambre. Lorsque la pression atteint une valeur seuil, donc le pressostat va déclencher l'arrêt du remplissage. Dans cette partie, on s'intéresse à un test de la machine. Le pressostat est réglé pour interrompre le remplissage lorsque la cuve est remplie à moitié. Donc le sujet fournit également plusieurs données utiles, comme les formules des volumes de la cuve et de la chambre de compression, l'intensité de pesanteur, la masse volumique de l'eau, la pression atmosphérique, le débit d'arrivée d'eau. Dans la première question, on nous demande d'exprimer la durée delta T1 permettant de remplir la cuve à moitié en fonction du débit volumique, et ensuite de calculer delta T1 en minutes. Alors, on nous donne la forme de la cuve, on nous dit que la cuve, elle est cubique, et on nous donne même le volume d'un cube, qui est A au cube. Alors attention, comme la cuve, elle est à moitié remplie, on va pas avoir un volume de A au cube, mais un volume de A au cube sur 2. Donc on nous demande de l'exprimer en fonction du débit volumique. Donc le débit volumique, qu'est-ce que c'est? C'est le volume d'eau qui va s'écouler au cours du temps. Donc c'est V sur delta T. Dans notre cas, donc on va avoir V qui sera A au cube sur 2 divisé par delta T1. Alors nous, ce qu'on veut, c'est delta T1. Donc on va isoler delta T1. On aura delta T1 qui sera égal à A au cube sur 2 fois dV. Et si je fais l'application numérique, donc A, ça va aller 60 cm, donc 0,6, attention, on met en mètres, 0,6 au cube, divisé par 2 fois dV, c'est-à-dire 12 fois 10 moins 3. Alors là, on fait très très attention, parce que si je regarde les unités de dV, donc j'ai bien des mètres cubes qui nous forçaient le volume en mètres cubes, mais on a des minutes moins 1, et donc le résultat obtenu, ça sera 9 minutes. Donc on fait très très attention aux unités du débit volumique, ça va imposer les unités au volume et imposer les unités à la durée. Donc on nous dit ensuite que la quantité d'air dans la chambre de compression, elle reste constante, la température reste constante, et on vous dit qu'on a un volume initial de 0,5 litres, que la pression à ce moment-là, elle vaut P0. Par contre, pendant le remplissage, on a une hauteur d'eau qui remonte dans la chambre, et là, de 5 mm, et là, la pression, elle va augmenter, et va valoir P2. Et on considère l'air comme un gaz parfait. Donc on nous demande de justifier que la pression augmente dans la chambre de compression lors du remplissage. Donc si on nous dit que c'est un gaz parfait, on peut utiliser la relation des gaz parfaits, c'est-à-dire que PV égale nRT. Alors on nous dit que N est constant, on nous dit que T est constant et R est une constante. Donc nRT sera une constante. Et donc on va avoir PV égale constante. Et donc P est égal à une constante divisée par le volume. Alors, ça veut dire que P est inversement proportionnel à V. Ça veut dire que si le volume diminue, ce qui est le cas, alors la pression, elle, augmente. Ensuite, question 3, on nous demande d'exprimer le volume V2 occupé par l'air en fonction de V0, R et H. Alors, quand la cuve n'a pas d'eau, on a un volume V0, on a un cylindre. Et ensuite, on va avoir de l'eau qui va remonter. Et là, on va avoir du coup un volume d'air qui sera plus petit, V2. Alors, on peut retrouver du coup le volume V2 en faisant tout simplement V0 moins le volume d'eau. Alors, on vous donne la formule pour un cylindre. Pour un cylindre, ça va être l'air du disque, donc pi r carré, fois la hauteur, donc pi r carré fois h. Et donc, en remplaçant, on a V2 qui est égal à V0 moins pi r carré fois h. Ensuite, pour la question 4, on nous demande d'exprimer P2 en fonction des données, puis de montrer que la surpression delta P, qui vaut P2 moins P0, ça vaut P0 fois pi r carré H sur V0 moins pi r carré H. Alors d'abord, on va nous demander d'exprimer P2. Alors tout à l'heure, on a vu que PV égale constante, ce qui veut dire que P0 fois V0, ça vaut P2 fois V2.
Donc ça c'est intéressant de partir d'ici. Et donc on va pouvoir exprimer P2 qui sera P0 fois V0 sur V2. Et donc P0 fois V0 sur la valeur de V2 qu'on a calculée tout à l'heure, V0 moins pi r carré h. Donc on va pouvoir maintenant exprimer delta P qui vaut P2 moins P0. Donc delta P égale P0 V0 sur V0 moins pi r carré h moins P0. Si je mets P0 en facteur, on aura P0 facteur de V0 sur V0 moins pi r carré h moins 1. Ensuite, si je veux faire rentrer le 1, on va mettre sous le même dénominateur. Et donc, on aura V0 moins pi r carré h sur V0 moins pi r carré h. Ensuite, en développant le terme dans la parenthèse, on aura V0 moins V0 plus pi r carré h sur V0 moins pi r carré h. Les V0 s'annulent et il restera donc ce qu'on doit démontrer, que delta P est égal à P0 fois pi r carré h divisé par V0 moins pi r carré h. Donc là, il fallait pas faire d'erreur au niveau des développements, de la mise sous le même dénominateur, etc. C'est des maths, mais il faut pas se tromper, hein, il fallait être rigoureux. Donc on nous demande après de faire l'application numérique et de vérifier, ou en tout cas de commenter la valeur par rapport à delta P qui est 150 pour un cycle normal. Donc il suffit de faire l'application numérique, mais attention, hein, attention aux conversions, on va prendre ça tranquillement. Donc delta P, ça vaut P0 fois pi r carré h sur V0 moins pi r carré h. Donc il va nous falloir R. Donc R, on va mettre ça en mètres. Si je regarde dans l'énoncé, on a R qui vaut 3 cm, donc 3 fois 10-2 mètres. Ensuite, on a V0. Attention, c'est donné en litres. Donc 0,5 litres, c'est pas la bonne unité, il faut mettre en mètres cubes. Donc ça fait 0,5 fois 10-3 mètres cubes. Et là, je peux vous garantir qu'il y a énormément d'élèves qui peuvent faire d'erreurs au niveau de la conversion de V0. Les litres en mètres cubes, attention. Et donc H qui vaut 5 mm, donc 5 fois 10-3 mètres. Donc là, une fois qu'on a fait toutes ces conversions, on va pouvoir faire l'application numérique plus sereinement. Et on aura delta P qui vaut 1,01 fois 10 puissance 5 fois pi fois 3 fois 10-2 au carré fois 5 fois 10-3 divisé par 0,5 fois 10-3 moins pi fois 3 fois 10-2 au carré fois 5 fois 10-3 et le tout, ça fait 2,9 fois 10 puissance 3 pascal. Donc beaucoup d'erreurs possibles au niveau des conversions, donc il faut être bien attentif. Donc on nous demande de comparer cette valeur à delta P qui vaut 150. Alors si je fais delta P sur 150, on trouve 20. Ça veut dire que pour le test, finalement, la pression, elle sera 20 fois plus grande que pour un cycle normal. En même temps, c'est un peu logique, hein, vu que là, la cuve, elle a demi-remplie. Sur un cycle normal, il n'y a jamais autant d'eau, hein. Donc comme il y a moins d'eau, il y aura moins de pression. Ensuite, on nous rappelle la loi fondamentale de la statique des fluides pour un fluide incompressible. Donc P plus ρgz égale constante. Et on nous demande de retrouver la valeur de la surpression en appliquant cette loi au point A et au point B. Donc sur ma figure, on va avoir le point A qui a une altitude de A sur 2 et le point B qui a une altitude de H. Donc ça va être important, hein, puisqu'on a PB plus ρgzB qui est égal à PA plus ρgza. Et donc en isolant les termes en P, on va avoir PB moins PA qui va être égal à ρgza moins ρgzB. Et donc delta P, hein, qui va être PB moins PA, ça vaudra donc ρgza moins ZB. Alors en remplaçant par ZA et ZB, on a delta P qui vaut ρg A sur 2 moins H. Et en faisant l'application numérique, on aura delta P qui vaut 1 fois 10 puissance 3 fois 9,81 fois, entre parenthèses, 0,6, on met bien en mètres, divisé par 2, moins 5 fois 10 moins 3, pour mettre également H en mètres. Et on retrouve delta P qui vaut 2,9 fois 10 puissance 3 pascal, qui est la même valeur, hein, que ce qu'on a calculé dans la question 5. Alors on considère que l'eau dans la chambre de compression H sera négligeable devant la hauteur d'eau de la cuve et on demande de déterminer le volume d'eau contenu dans la cuve en fonctionnement normal et sans linge. Dans un premier temps, si je m'intéresse donc au volume d'eau, hein, c'est ce que je cherche, donc le volume d'eau dans cette forme-là, on va avoir l'air de la base donc qui sera R carré fois la hauteur qui sera ZA.
On va d'abord, avoir un petit problème ici parce qu'on ne connaît pas ZA, hein, donc on ne peut pas calculer V. Donc dans un premier temps, on va essayer de déterminer ZA. Alors si je reprends un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, on a vu que delta P, ça valait ρ G ZA moins ZB. Sauf que cette fois-ci, on vous dit que ZB est négligeable devant ZA, puisque H est négligeable devant la hauteur de la cuve. Et donc il va rester que delta P est égal à ρ G ZA. Alors ça tombe bien, on va pouvoir exprimer ZA qui va valoir delta P sur ρ G. Alors si je reprends le volume de mon eau, on aura A carré fois ZA, et donc V est égal à A carré fois delta P sur ρg. Et on peut faire ensuite l'application numérique, qui va valoir donc 0,6 au carré, fois 150, divisé par 1 fois 10 puissance 3 fois 9,81, et on trouve 5,5 fois 10 moins 3 mètres cubes, c'est-à-dire 5,5 litres. Donc là, attention encore aux conversions, hein. Donc là, dans cet exercice, la principale difficulté, c'est de ne pas se tromper dans les conversions. Et c'est que des calculs finalement de niveau souvent première. En fait, il y a très peu de niveau terminal, un petit peu le tout début. Et après, sinon, c'est que du niveau première où il fallait être très très attentif par rapport aux conversions. Exercice numéro 1, étude du lave-linge. Partie 2, durée de temporisation. La minuterie d'un lave-linge utilise des circuits électroniques pour piloter les différentes étapes du cycle de lavage. Nous allons étudier une modélisation simple d'un temporisateur permettant d'introduire une temporisation entre deux étapes du cycle à l'aide de ce montage. Donc si on regarde bien la figure, c'est un montage RC assez classique avec un générateur de tension idéal, un conducteur ohmique de résistance R, un condensateur, un interrupteur K. Par contre, ce qui est un petit peu original, c'est ce comparateur. On verra un petit peu plus tard à quoi ça sert. Donc c'est vrai que c'est peut-être la chose dont on n'a pas trop l'habitude. On admet aussi que le comparateur ne perturbe pas le circuit et donc on peut faire comme s'il était absent. Et au temps initial, le condensateur est déchargé, puis on place l'interrupteur en position 1. Donc ça règle notre problème de comparateur puisqu'on vous dit qu'on peut faire comme s'il n'était pas là. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est refaire le circuit. Et donc du coup mettre l'interrupteur en position 1 et enlever le comparateur vu qu'il n'a pas d'intérêt pour nous pour essayer un petit peu de faire un circuit plus simple. Donc voilà, on peut rajouter aussi le courant I, donc on a la flèche qui est vers le haut pour le générateur, donc on va avoir I qui va également être vers le haut. On a bien UR qui a contre-courant, c'est parfait pour un récepteur, et par contre on n'a pas la tension UC, donc on va rajouter la tension UC également à contre-courant, comme c'est considéré comme un récepteur. Et donc du coup avec ce circuit-là, on va pouvoir travailler comme on a l'habitude de faire en classe. Donc on vous demande de montrer que l'équation différentielle aux bornes de UC est de la forme UC de t plus RC d de UC sur dt est égal à E. Alors pour répondre à cette question, on va utiliser 4 lois du circuit électrique qui vont nous permettre d'arriver à cette équation différentielle. Alors tout d'abord la loi des mailles. Donc si on reprend le circuit simplifié de tout à l'heure, on peut voir qu'on a une maille qui va faire le tour. On a un circuit en série, on a une seule maille. Et ce qu'on sait, c'est que dans une maille, la somme algébrique des tensions dans la maille orientée est nulle. Donc déjà, somme algébrique, c'est lorsqu'on peut compter positivement ou négativement une valeur. Alors on comptera positivement si on est dans le sens de la maille et négativement si on est dans le sens opposé à la maille. Alors si on prend un sens au hasard, par exemple dans le sens anti-horaire, ben là on aura UC et UR dans le sens de la flèche. Par contre, on aura E qui sera à contresens. On en déduit que UC plus UR moins E égale 0. Si j'ajoute E aux deux membres, on a UC plus UR égale E. Alors il y a aussi d'autres façons de voir la loi des mailles. Certains disent que la somme des tensions dans un sens est égale à la somme des tensions dans l'autre sens. Donc on a bien UC plus UR égale E. C'est une autre méthode pour le faire. Alors une fois qu'on a ça, nous ce qu'on veut c'est une équation en fonction de UC uniquement. Donc c'est ce UR là qui nous gêne. E il ne nous gêne pas puisque c'est une constante et puis d'ailleurs on voit que ça termine par E, donc ça c'est pas un problème. Alors comment on va pouvoir supprimer ce UR? Alors maintenant on va utiliser une deuxième loi qui est la loi d'Ohm. La loi d'Ohm c'est UR égale RI, avec R la résistance et I l'intensité du courant. Donc on va remplacer dans notre équation, on aura UC de t plus RI de t est égal à E.
Alors on n'est pas plus avancé puisqu'on ne connaît pas I de t. Mais par contre, on peut trouver une troisième relation qui va donner un lien entre I et Q la charge. I, c'est un débit de charge, c'est-à-dire que c'est la dérivée temporelle de la charge. Et si je remplace dans l'équation, nous avons UC plus R dQ sur dt est égal à E. Alors le Q, on ne connaît toujours pas, donc il va falloir aussi retrouver une relation pour déterminer Q. Et la dernière relation, c'est la relation entre UC et Q. Q, la charge, c'est la capacité fois UC. Et là, si je mets dans mon équation, on aura UC plus R d de C UC sur dt égale E. Alors comme C est une constante, on peut la sortir de la dérivée, et on aura UC plus RC d de UC sur dt égale E. Et on a répondu à la question. Alors une fois qu'on a une équation différentielle, on va s'intéresser aux solutions. Donc on vous dit que les solutions sont de la forme UC est égal à A facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux, avec taux égal RC. Et on demande de déterminer l'expression de A dans cette équation. Il existe deux méthodes pour déterminer la valeur de A et on va présenter les deux. Alors la première méthode avec un calcul de dérivée. Alors si on sait que UC ça vaut A facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur RC, en développant ça vaut A moins A exponentielle de moins t sur RC. Alors pourquoi on développe? Parce qu'après pour dériver ça va être plus simple. Donc si je dérive maintenant ce UC, donc genre la dérivée de A moins A exponentielle de moins t sur RC sur dt. Alors, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, donc ça vaudra d de A sur dt, moins d de A exponentielle de moins t sur RC sur dt. Alors, A c'est une constante, donc la dérivée de A par rapport au temps, c'est nul. Et comme A est une constante, on peut le sortir aussi de la dérivée, et donc il restera moins A d de exponentielle de moins t sur RC sur dt. Et donc, il vient moins 1 sur RC, facteur de moins A, exponentielle de moins t sur RC. Et en développant, on obtient A sur RC, exponentielle de moins t sur RC. Donc c'est un calcul de dérivée, il faut faire très attention, hein. On a bien détaillé, évidemment, le jour d'un examen, on pouvait aller un petit peu plus vite. Donc maintenant qu'on a trouvé la dérivée de UC sur dt, ce qu'on va pouvoir faire, c'est l'injecter dans l'équation différentielle du départ. Donc on a UC plus RC d de UC sur dt est égal à E, ce qui revient à A moins A exponentielle de moins t sur RC plus A fois RC sur RC exponentielle de moins t sur RC égale E. On peut simplifier les RC, donc il reste A moins A exponentielle de moins t sur RC plus A exponentielle de moins t sur RC. Et on peut simplifier les deux termes en exponentielle, et il reste A égale E. Donc ça fait beaucoup de calculs, il ne faut pas se tromper, il faut faire très attention pour retrouver cette valeur-là. Donc il existe une deuxième méthode beaucoup plus rapide. On va s'intéresser à ce qu'on appelle le régime permanent. Alors qu'est-ce que c'est le régime permanent? Si on attend suffisamment longtemps, UC va tendre vers une valeur fixe. UC infini plus RC d de UC sur dt infini égale E. Sauf que si UC tend vers une valeur fixe, c'est-à-dire que sa dérivée tend vers 0. Et donc il va rester plus que UC infini égale E. Alors maintenant, si je prends l'expression de UC. Donc UC, c'est A facteur de 1 moins exponentielle de moins l'infini sur RC. Alors exponentielle de moins l'infini, ça vaut 0. Et donc il va rester A facteur de 1 moins 0, c'est-à-dire A. Et donc on aura bien A égale E. Donc deux méthodes pour retrouver la valeur de la constante. Les deux méthodes sont valables. La première est très calculatoire. La deuxième est peut-être un petit peu plus simple, mais il fallait y penser. Ensuite, Q10, on demande de retrouver l'expression de UR, E exponentielle de moins t sur taux. Alors, tout d'abord, on va commencer par la loi des mailles. On a vu tout à l'heure que UC plus UR égale E. Et on a vu que UC, ça valait E moins E exponentielle de moins t sur RC. Et donc, avec ces deux expressions, on peut obtenir que UR est égal à E moins UC, est égal à E moins E exponentielle de moins t sur RC. Les E s'annulent et il ne restera plus que E exponentielle de moins t sur RC. Et comme taux c'est RC, on retrouve l'expression du départ. Ensuite, on demande de montrer que la date de fin de temporisation, t seuil, elle peut s'exprimer sous la forme t seuil égale à taux ln de 3. Donc on a deux expressions pour ER. Donc la première expression, c'est UR est égal à E exponentielle de moins t sur RC.
Et on a une deuxième expression pour UR, c'est UR de t seuil est égal à E sur 3. Donc ça, c'était dans l'énoncé au départ. Et donc là, on retrouve que E sur 3 est égal à E exponentielle de moins t sur RC. En divisant par E, on obtient 1 tiers est égal à exponentielle de moins t seuil sur RC. Alors, pour extraire t seuil d'une exponentielle, on va prendre le logarithme népérien des deux membres. Et on aura ln de 1 tiers est égal à ln de exponentielle de moins t seuil sur RC. Alors là, on va avoir deux lois mathématiques sur les logarithmes népériens qui vont nous intéresser. Donc la première loi, c'est que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Et la deuxième, c'est que ln de exponentielle de a est égal à a. Alors pour le premier membre de l'égalité, ln de 1 tiers, donc ça vaudra ln de 1 moins ln de 3, qui est égal à moins t seuil sur RC. ln de 1, ça vaut 0, donc il restera seulement moins ln de 3 est égal à moins t seuil sur RC. Et en multipliant par moins RC, on obtient t seuil égale RC ln de 3, ce qu'il fallait démontrer. Ensuite, on vous dit que la durée de temporisation delta t2, c'est t seuil qu'on vient de trouver. Et on va vous demander de retrouver la bonne résistance parmi R1, R2 et R3 pour avoir un delta t proche de 30 secondes. Alors, on part de la formule qu'on vient de retrouver, que t seuil c'est RC ln de 3, et nous ce qu'on veut, ben, c'est R1. Donc tout simplement, on va diviser par C ln de 3. Donc R est égal à t seuil sur C ln de 3, et on va faire l'application numérique. Donc R, ça vaut 30, divisé par 4,7 fois 10-3, enfin attention, c'était des millifarads, fois ln de 3, et ça vaut 5,8 fois 10 puissance 3 ohms, c'est-à-dire 5,8 kOhm. Si je regarde dans ma liste, il n'y a que R2 qui est proche, puisque R2 c'est 5 kOhm. Donc ensuite on réalise le circuit avec la bonne résistance, et on va basculer en position 2. Donc là, ce qu'on avait fait dans un premier temps, c'était la charge du condensateur. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est la décharge. On va vous demander de déterminer graphiquement la valeur UR à t égale 0 et de vérifier si c'est bien en accord avec ce qu'on trouverait avec la loi d'Émaille. Alors, dans ce sujet, le gros problème, là, c'est qu'il y avait une erreur. Une erreur dans ce sujet, puisqu'on vous donne une courbe qui serait UR de t, mais c'est pas logique du tout. C'est pas logique, puisque on reconnaît plutôt, ça ressemble plutôt à la décharge d'un condensateur, mais en UC de t. Donc c'est étonnant, et en fait ils ont reconnu qu'il y avait une erreur dans le sujet. C'était pas UR de t, mais c'est moins UR de t. D'accord? Donc ça c'est une erreur, donc on ne pouvait pas le faire comme ça sans connaître l'erreur. Donc je sais que c'est une erreur qui a fait quand même pas mal parler. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc on a moins UR de t. Alors, si moins UR de t, on regarde la valeur initiale, c'est 4,5 volts. C'est-à-dire que UR de t, quand t égale 0, ça vaut du coup moins 4,5 volts. Alors on va essayer de retrouver ces moins 4,5 volts grâce à la loi d'Émaille. Alors on ne peut pas réutiliser le schéma de tout à l'heure, puisque le schéma était valable uniquement quand k était en position 1. Donc en fait, on va reprendre le schéma initial et on va basculer k en position 2. Et cette fois-ci, en passant k en position 2, c'est le générateur qui va être en dehors du circuit, et donc il restera uniquement R et C. Alors si j'applique la loi d'Émaille dans ce nouveau circuit, cette fois-ci on a UR plus UC qui vaut 0. Et donc UR est égal à moins UC. Donc c'est bien la courbe de décharge UC de T qu'on obtient à droite. Ensuite, une fois qu'on a ça, ce qu'on sait, c'est que le condensateur est chargé, pour T égale 0. Donc UC de 0, ça vaut E. Donc UR de 0 est égal à moins UC de 0, est égal à moins E, est égal bien à moins 4,5 volts. Donc question 14, déterminer à l'aide du graphique de la figure 3 la valeur expérimentale tau-exp de la constante de temps du circuit RC et commenter. Donc la valeur théorique c'est RC. Donc si je fais mon calcul, RC ça va être 5 fois 10 puissance 3 fois 4,7 fois 10-3, ça vaut 24 secondes. Donc ça c'est la valeur théorique. Maintenant on va voir si la valeur expérimentale c'est la même chose. Donc pour cela je vous propose deux méthodes. Une méthode graphique qui va être assez rapide, mais je trouve assez peu précise, et une méthode qui va être d'abord calculatoire puis graphique, qui est un peu plus précise, mais un peu plus longue, un peu plus technique.
Donc ça sera à vous de voir ce que vous préférez. Alors la première méthode, c'est la méthode que l'on appelle la tangente à l'origine. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tracer deux droites. D'abord, ce qu'on sait, c'est que c'est la décharge d'un condensateur. Donc si j'attends longtemps, bah oui, normalement UC, ça vaudra 0. C'est-à-dire qu'il va tendre vers une valeur nulle. Donc on va pouvoir tracer ce qu'on appelle l'asymptote. UC égale 0, c'est une droite horizontale, et on sait que la courbe va tendre vers cette droite. Donc ça, c'est la première droite à tracer. Ensuite, on va tracer une deuxième droite, qui est la tangente à l'origine. Donc ça qui est un petit peu compliqué à tracer, hein, c'est pas très précis, une tangente à l'origine, on fait au mieux. Et l'intersection entre ces deux droites, donc entre l'asymptote pour les grands temps et la tangente à l'origine, ça nous donne un point dont l'abscisse est tau. Et là, on retrouve 24 secondes. Donc ça, c'est la première méthode qui fonctionne plutôt bien, mais on a vite fait de se tromper de 5, 6, 7 secondes en prenant une mauvaise tangente à l'origine, hein. Deuxième méthode un petit peu plus précise, donc là on va prendre un cas particulier quand le temps est égal à tau. Alors nous, on a une équation classique, hein, qui va être une équation du type e exponentielle de moins t sur tau, et du coup on va avoir pour le temps t égale tau exponentielle de moins 1. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prédire la valeur de UC de tau. Pourquoi? Parce qu'exponentielle de moins 1, ça vaut 0,37. Et donc UC de tau, ça vaut E fois 0,37, c'est-à-dire ça vaut 1,67 volts. Donc si je trace la droite horizontale, UC est égal à 1,67 volts, elle va croiser la courbe au point d'abscisse tau. Et donc on retrouve le même taux, 24 secondes, qui correspondait bien au taux théorique, hein, qu'on avait prévu. Donc ça fonctionne plutôt bien. C'est un petit peu plus précis, je trouve, que la tangente à l'origine, mais ça fonctionne, mais c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on a d'abord un calcul à faire. Donc vous pouvez utiliser n'importe laquelle des deux méthodes, tout fonctionne. Exercice 1, étude en lave-linge. Partie 3, chauffage de l'eau. Après le remplissage de la cuve, l'eau est chauffée par une résistance électrique appelée thermoplongeur. Nous étudions ici son chauffage de 20 à 30 degrés Celsius, en supposant que la cuve est isolée thermiquement et que la température de l'eau est uniforme. On vous donne quelques données importantes comme le volume d'eau dans la cuve, la masse volumique de l'eau, la capacité thermique massique de l'eau et la puissance électrique du thermoplongeur. Q15, nommez les trois modes possibles de transfert thermique et indiquez celui qui peut être négligé. Alors c'est une question qui est très courante, d'ailleurs elle est tombée dans les deux sujets J1 et J2 en 2026. Donc tout d'abord nous avons la conduction. Donc deux systèmes qui sont en contact vont échanger de l'énergie de proche en proche. Celui qui a la température la plus élevée va fournir de l'énergie à celui qui a la température la plus faible. Ensuite la convection, qui est liée à des mouvements internes de fluide. Le mouvement permet de faciliter les transferts thermiques. Et enfin le rayonnement, où des photons vont être émis ou reçus pour transférer de l'énergie. Ici, il n'était pas nécessaire de décrire les trois modes de transfert, il fallait juste les nommer. Alors maintenant, il faut trouver celui qui est négligeable. C'est pas si évident de donner une réponse à cette question. Alors pour cela, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir un petit peu par la suite les questions qu'on va vous poser. Et si je regarde sur la Q18, on se rend compte qu'on a la loi de Newton qui est liée à des flux conducto-convectifs. Et donc forcément, la conduction et la convection vont être importantes. Par contre, si je regarde dans les formules, on ne parle pas de la loi de Stéphane, qui concerne le flux par rayonnement, et donc c'est le rayonnement qui sera négligé. Q16, montrer que la valeur de transfert thermique pour chauffer de l'eau est environ de 0,24 MJ. Alors pour cela, on va voir deux définitions de la variation d'énergie interne. Alors tout d'abord, le premier principe de la thermodynamique, qui dit que delta U égale à W plus Q, W le travail. Et ici, le travail est nul. Donc, delta U est égal à Q. Aussi, pour un fluide incompressible, la variation d'énergie interne est proportionnelle à la variation de température. Delta U est égal à M, C, delta θ. Sauf que dans les données, nous n'avons pas la masse, mais le volume et la masse volumique de l'eau. Donc il faudra également une formule supplémentaire qui sera M est égal à ρ fois V. À partir des deux formules de la variation d'énergie interne, on va pouvoir dire que Q est égal à M de l'eau fois C de l'eau fois delta θ.
Et en remplaçant la masse par l'expression qu'on vient de voir juste avant, Q est égal à ρ de l'eau fois V de l'eau fois C de l'eau fois θF moins θ0. Avant de faire l'application numérique, il faut faire bien attention aux unités. Si je regarde ρ, j'ai des kilogrammes par mètre cube, alors que si je regarde V, j'ai des litres. Donc il faut soit mettre le volume en mètres cubes, soit mettre la masse volumique en kilogrammes par litre. Alors c'est facile pour l'eau, c'est 1 kg par litre. Donc je pense que la conversion dans ce sens est plus simple. Rho de l'eau égale 1 kg par litre. Et donc on a Q qui sera égal à 1 fois 5,7 fois 4,18 fois 10 puissance 3 fois 30 moins 20. Ce qui vaut 2,4 fois 10 puissance 5 joules. Et comme un mégajoule c'est 10 puissance 6 joules, ça fait bien 0,24 mégajoules. On fait l'hypothèse que la puissance électrique fournie au thermoplongeur est intégralement transmise à l'eau sous forme de flux thermique. Q17. Calculer la durée nécessaire au fonctionnement du thermoplongeur, ΔT3 en minutes, pour que l'eau contenue dans la cuve passe de la température 20 degrés à la température 30 degrés. Alors on va utiliser une relation entre la puissance et l'énergie. L'énergie, c'est la puissance fois la durée, c'est-à-dire que Q est égal à phi fois ΔT. Et avec les données de l'énoncé, on aura Q est égal à la puissance électrique fois ΔT3. Si j'isole ΔT3, on aura ΔT3 est égal à Q sur puissance électrique. Et en faisant l'application numérique, on aura 2,4 fois 10 puissance 5 divisé par 2 fois 10 puissance 3. Attention, la puissance est en kilowatts, donc on a bien mettre fois 10 puissance 3, égale à 1,2 fois 10 puissance 2 secondes, qui vaut 2 minutes. On peut modéliser le flux phi du thermoplongeur vers l'eau par la relation phi est égal à hs fois θ thermo moins θ eau. Donc ça c'est la loi de Newton dont on avait parlé tout à l'heure. Donc c'est cette loi qui montre bien qu'on a un flux conducto-convectif. Donc phi c'est le flux, h ça va être le coefficient de transfert thermique. Alors remarque qu'on peut en avoir deux différents, avec brassage ou sans brassage. Avec brassage il est 4 fois plus grand. Et ensuite, on a les températures du thermoplongeur et de l'eau. Question 18. Déterminer les températures du thermoplongeur avec et sans brassage de l'eau quand l'eau atteint la température θF. Alors la loi de Newton, phi est égal à hs delta θ. On divise par hs, ça fait phi sur hs est égal à θ thermo moins θF. Et on isole θ thermo. θ thermo est égal à θF plus phi sur hs. Donc première application numérique sans brassage, on aura θ thermo est égal à 30 plus 2 fois 10 puissance 3 sur 1 fois 10 puissance 3 fois 0,02 égale 130 degrés Celsius. Donc pas besoin de faire la conversion de θ en Kelvin, puisqu'on aura directement θ thermo en degrés Celsius. Et si je fais exactement la même application numérique avec brassage, on aura θ thermo est égal à 30 plus 2 fois 10 puissance 3 sur 4 fois 10 puissance 3 fois 0,02 qui vaut 55 degrés Celsius. Alors avec brassage, on aura une température plus faible. C'est normal, puisque les échanges sont plus rapides, la température n'a pas besoin d'être aussi élevée. Lors de l'utilisation du lave-linge, il peut y avoir une fine couche de tartre qui vient se déposer. Et donc on va étudier l'évolution de la température et du thermoplongeur en fonction du temps, et ça c'est sur les figures 4 et figure 5. On va vous demander de trouver la durée de chauffage et d'en déduire la température du thermoplongeur. Alors si je regarde la première figure, c'est avec la température de l'eau au cours du temps. Alors une petite erreur, vous voyez, c'est pas 20 mais 50 ici. Si je regarde le temps initial, on a 20 degrés Celsius, c'est parfait, ça correspond à ce qu'on veut faire. Et donc on va regarder le temps au bout duquel on a θ qui vaut 30. Donc si je trace une ligne horizontale, θ égale 30, ça vient croiser la courbe. Alors on ne se trompe pas de courbe, celle sans tartre, c'est celle qui est en continu, donc on ne va pas jusqu'à celle en pointillé, et on va trouver 120 secondes. Maintenant qu'on a la durée, on va pouvoir utiliser le deuxième graphique. Alors si je prends le temps qui est 120 secondes et que je remonte jusqu'à la courbe continue, on va obtenir une température qui est un peu en dessous de 60. Si je regarde de plus près, on voit qu'une graduation, ça vaut 4. On est un tout petit peu au-dessus de 56, donc on va dire que c'est 57 degrés Celsius. Donc la température 57 degrés est très proche des 55 degrés, qui sont les résultats avec brassage qu'on avait vu tout à l'heure.
L'Agence de l'environnement recommande de détartrer régulièrement son lave-linge pour éviter la surconsommation. Donc question 20, on vous dit que la présence de tartre peut augmenter la consommation de 15%. On va essayer de retrouver ça par calcul. Alors tout d'abord, la relation puissance-énergie, donc Q c'est la puissance électrique fois la durée. Alors pour le tartre, on va avoir Q tartre est égal à la puissance électrique fois delta T tartre. Donc il va falloir ces deux delta T pour pouvoir résoudre tout ça. Donc la surconsommation, ça va être l'écart entre l'énergie avec tartre et l'énergie sans tartre sur l'énergie sans tartre. Ce qui fait Q tartre moins Q sur Q. Si je remplace par la formule qu'on a vue juste au-dessus, ça va faire P fois T tartre moins P fois delta T sur P fois delta T. En divisant par P, on va pouvoir retrouver delta T tartre moins delta T sur delta T. Alors pour pouvoir faire le calcul, il nous faut delta T tartre. Donc si je regarde la figure 4, on avait vu qu'on avait 120 secondes pour aller jusqu'à 30 degrés sans tartre. Par contre, avec tartre, il faut un peu plus de temps. Alors si je regarde, je suis entre 130 et 140. On est un petit peu au-delà de la moitié de la case, donc on va dire à peu près 136 secondes. Et donc, la surconsommation, 136 moins 120 sur 120, qui vaut 0,13, soit 13%, qui vaut environ les 15% annoncés dans l'énoncé. Exercice numéro 2, l'odeur du jasmin. L'huile essentielle de jasmin est extraite de la fleur de jasmin. Elle contient plusieurs espèces chimiques, dont l'éthanoate de benzyle. Comme cette huile essentielle est difficile et coûteuse à extraire, les industriels synthétisent l'éthanoate de benzyle, dont l'odeur est très proche, pour fabriquer des produits comme les désodorisants. L'objectif de cet exercice est d'étudier la cinétique et le rendement de cette synthèse. L'éthanoate de benzyle est obtenu à partir d'acide éthanoïque et d'alcool benzylique. Dans les données, vous avez la formule semi-développée de l'éthanoate de benzyle, ainsi que quelques propriétés physico-chimiques, comme la formule brute, la masse volumique ou la masse molaire. Question 1. Recopiez la formule semi-développée de l'éthanoate de benzyle et entourez le groupe caractéristique. Et indiquez la famille fonctionnelle. Alors, si on regarde la formule de près, qu'est-ce qu'on va avoir de particulier dans cette formule? Alors, sur la partie de droite, on a un cycle benzénique, là, des C-doublé-C. Ça, c'est pas une famille fonctionnelle. Par contre, dans la partie de gauche, on va avoir un C-O, O. Et donc ça, on reconnaît ce groupe-là particulier. C'est le groupe caractéristique dont la famille sera les esters. Ensuite, on étudie l'évolution de la quantité de matière d'éthanoate de benzyle au cours de la synthèse. Alors pour cela, il y a plusieurs étapes. Étape A, dans un bécher, on met 75% d'alcool benzylique, 25% d'acide éthanoïque et un petit peu de catalyseur de l'acide sulfurique concentré. Étape B, on introduit 2 ml de ce mélange dans 8 tubes différents, fixés sur réfrigérant à air et placés dans un bain thermostaté. Alors qu'est-ce que c'est un réfrigérant à air? Je vous ai mis le schéma là. Donc c'est tout simplement un bouchon troué avec une tige en verre. C'est moins lourd à mettre qu'un réfrigérant à eau, donc c'est assez rapide à faire. Et le bain thermostaté, l'intérêt c'est d'avoir une température fixe tout le long de la transformation. Étape C, pour les 8 étapes différentes, verser le contenu dans de l'eau distillée glacée. Alors on va pas voir tout de suite ce que c'est dans une des questions qui va suivre. Et enfin, étape D, doser l'acide éthanoïque restant avec de l'hydroxyde de sodium. Donc on vous donne pour les 8 tubes un temps différent de transformation de 2 minutes à 60 minutes et la quantité restante d'acide éthanoïque. Alors il y en a beaucoup au départ, un peu moins à la fin, c'est normal, plus on attend et moins il y aura de réactifs. Alors question numéro 2, identifier le rôle de l'étape C. Alors justement, à quoi sert cette étape C? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait une étude cinétique et donc nous on veut faire un dosage à un instant T. Le seul problème, c'est que si je prélève mon tube et que j'attends, la transformation va se poursuivre dans le tube. Et donc là, on va jouer sur deux facteurs cinétiques qui vont baisser, voire stopper complètement la transformation. D'abord, on va verser dans de l'eau. On va faire ce qu'on appelle une dilution. Et une dilution, ça permet de baisser la concentration des réactifs, qui sera le premier facteur cinétique. Et le deuxième, comme c'est de l'eau glacée, on va aussi baisser la température, qui est un deuxième facteur cinétique. Et donc, on va jouer sur deux facteurs cinétiques pour baisser les vitesses de réaction. Question 3. Établir que la relation entre la quantité de matière initiale en acide éthanoïque et la quantité de matière en produit éthanoate de benzyle est donnée par la relation. Donc N d'acide éthanoïque est égal à N0 moins N d'ester. Alors pour cela, je vous conseille d'abord de mettre l'équation.
Donc l'équation, ça va être un acide plus un alcool donne un ester plus de l'eau. Et si je fais un tableau d'avancement, pour x égale 0, on aura N0 de AC pour l'acide, N0 d'alcool, peu importe. On n'a pas formé d'ester, donc 0. On n'a pas formé d'eau, donc 0. Alors attention, il y en a qui veulent mettre excès ou solvant pour l'eau. Ce n'est pas le cas ici, hein. On n'est pas dans des solutions aqueuses. L'acide éthanoïque, c'est pur. L'alcool, il est pur. Donc on n'est pas dans les solutions aqueuses. Donc attention, on n'écrit pas excès ou solvant, hein. Là, c'est vraiment 0. Et si l'avancement n'est plus égal à 0, mais qui vaut x, on aura du coup N0 moins x pour l'acide. Alors pourquoi x? Parce qu'on a un coefficient 1 devant l'acide. N0 moins x, la même chose pour l'alcool. On forme qu'une seule molécule d'ester, donc ce sera x, et une seule molécule d'eau, x également. Alors si je regarde la troisième colonne, je me rends compte que la quantité de matière en ester, c'est x. Et si je regarde la première colonne, la quantité de matière en acide, c'est N0 moins x. Et si je remplace x par la quantité de matière d'ester, il vient que la quantité de matière d'acide, c'est la quantité initiale moins la quantité d'ester. Ce qu'il fallait démontrer. Ensuite, on va faire un tracé graphique avec un programme Python qui vous est donné. Alors, il n'y a pas tout le programme entier, on commence à la ligne 6, on va jusqu'à la ligne 18, donc il manque tout un tas de choses, mais peu importe. Et on va vous demander de travailler donc sur ce programme. D'abord Q4, on va demander par un calcul de retrouver la valeur initiale d'acide qui est de la ligne 7. Alors si je regarde sur la ligne 7, on a une quantité initiale de 0,0087 mol. Alors une quantité de matière, c'est une masse divisée par une masse molaire. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas la masse, hein. Si je regarde dans mes énoncés, on n'a pas la masse. Par contre, on a la masse volumique. Donc au lieu d'avoir la masse, on va avoir ρ fois V. Donc ça va faire ρ de l'acide fois V de l'acide sur la masse molaire. Alors le volume de l'acide, on l'a pas directement, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a 25% en volume d'acide. Et vu qu'on a un volume total de 2 millilitres, il va venir donc ρ de l'acide égale à 0,25 fois le volume total divisé par la masse molaire. Et en faisant l'application numérique, on obtient 1,05 fois 0,25 fois 2 divisé par 60,1 qui vaut bien les 0,0087 mol. Q5. Recopier et compléter la ligne 18 du programme sur la copie. Donc si je regarde sur la ligne numéro 18, on est dans une boucle, hein. On a for i in range 0,9. Donc pour une boucle, on va avoir la quantité de matière en ester. Alors nous, ce qu'on avait tout à l'heure, c'était quantité de matière en acide, c'était quantité de matière initiale moins la quantité de matière en ester. Et donc la quantité de matière en ester, ça sera N0 moins quantité de matière d'acide au cours du temps. Alors comment on va exprimer ça en Python? Donc la quantité de matière en acide initiale, on voit, c'est N-0 AC. Donc ça c'est bon, hein, c'est ligne 7. On recopie ce qui est écrit dans la ligne 7. Par contre, la quantité de matière d'acide, si je regarde bien dans ma liste, on a N-AC. Alors on pourrait s'arrêter là, mais on a faux, hein, puisqu'on voit que c'est N-AC, c'est une liste. Et il y a 8 valeurs dans cette liste, hein. Et donc, pour avoir la bonne valeur dans la liste, vu que ça va être une boucle, on va mettre un i, un crochet, pour aller chercher la bonne valeur dans la liste. Donc ça, c'est un petit peu technique quand même, hein. Donc ce qu'il faut savoir toujours, c'est que dans une boucle, il faut qu'il y ait i qui apparaisse quelque part, hein. For i in range, donc on était obligé d'avoir i, et donc la seule valeur qui est variable, c'était AC, hein, et non pas AC0. Il fallait bien placer le crochet i. Pas si évident, hein, quand on n'a pas l'habitude de faire du Python. Ensuite, on étudie le temps de demi-réaction à l'aide de la courbe donnée. Q6. Définir le temps de demi-réaction T1,5. Estimer sa valeur à l'aide de la courbe en expliquant la méthode. Alors d'abord, c'est quoi le temps de demi-réaction? Alors il peut y avoir beaucoup d'erreurs, hein, dans cette question qui a l'air très facile. Donc il y en a qui mettent par exemple que le temps de demi-réaction, c'est le temps au bout duquel les réactifs ont été consommés à moitié. Alors ça, c'est pas forcément vrai, hein. Ça, c'est valable déjà si on n'a qu'un seul réactif limitant, donc c'est valable que pour le réactif limitant, et en plus, c'est valable que pour les transformations totales, hein, et ce qui n'est pas le cas du tout ici, hein. On n'a pas une transformation totale, donc cette définition-là, elle est mauvaise. La bonne définition, c'est le temps au bout duquel l'avancement est égal à la moitié de l'avancement final, et non pas l'avancement maximal, hein. Donc on fait attention, hein, c'est la moitié de l'avancement final. C'est-à-dire que x de t1,5 est égal à xf sur 2. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que la quantité de matière en ester, c'était x, et donc la quantité de matière en ester au temps t1,5, ça sera xf sur 2.
Alors il faut trouver XF. Alors comment on fait pour trouver XF? On va regarder sur la courbe. On sait que pour les temps très longs, on va avoir n égale à XF. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Si je regarde les points, hein, ils montent quasiment plus à partir de 40 minutes, 40-50 minutes. Et on voit que si je trace une droite horizontale, x est égal à 0,058, on va tracer ce qu'on appelle l'asymptote au temps infini. Alors maintenant, on va pouvoir retrouver la quantité de matière à T1,5 en faisant XF sur 2, c'est-à-dire 0,029 mol. Et si je trace la droite XF sur 2, elle va couper la courbe en un point d'abscisse entre 2 et 3 minutes, 2,3 minutes à peu près, c'est-à-dire à peu près 2 minutes et 20 secondes. On étudie l'évolution de la vitesse volumique d'apparition d'éthanote de benzyle au cours du temps. Q7, on vous demande d'exprimer cette vitesse en fonction de V et de la dérivée de la quantité de matière en ester. Alors, nous, ce qu'on sait, c'est que pour une vitesse d'apparition, ça vaut d de la concentration sur dt, c'est-à-dire d de la quantité de matière divisé par le volume sur dt. Et comme le volume, c'est une constante, on va pouvoir le sortir de la dérivée, et il va rester 1 sur v fois d de la quantité de matière en ester sur dt. Question 8. À l'aide d'un tracé de la courbe, estimez la valeur de la vitesse volumique d'apparition de l'ester au temps t égale 0. Alors pour cela, ce qu'on fait, c'est qu'il faut retrouver la pente de la tangente à la courbe pour t égale 0. Donc on trace une tangente à l'origine et on repère un point de cette droite, le point A par exemple, de coordonnées 3, 0,0045. La dérivée de la quantité de matière d'ester, ça va être la pente de cette droite, c'est-à-dire n du point A sur t du point A. Et la vitesse, tout à l'heure, on avait vu que c'était 1 sur v fois la dérivée de la quantité de matière d'ester. Et donc, si je fais l'application numérique, on obtient 1 sur 2 fois 10-3 fois 0,0045 sur 3. Et si je fais l'application numérique, on retrouve que la vitesse vaut 0,75 mol par litre et par minute. Donc il faut faire très attention aux unités, hein, puisque c'est une concentration divisée par un temps, et que là, la base de temps, c'est des minutes. Hein. Donc attention aux unités, ce n'était pas par seconde, mais par minute. Donc on vous dit qu'à la date t égale 20, la vitesse volumique, elle est plus faible, hein, elle vaut 6,7 fois 10-3 mol par litre et par minute. Donc si je trace la tangente pour le temps t égale 20, on voit oui, que la pente elle est beaucoup plus faible. Hein. On le voit bien sur cette courbe. Et Q9, on vous demande d'identifier un facteur cinétique responsable de l'évolution de la vitesse volumique. Donc, au cours d'une transformation, on va consommer des réactifs, ce qui veut dire que la concentration en réactif diminue. Si la concentration en réactif diminue, automatiquement la vitesse, elle diminue, puisque la concentration est un facteur cinétique. On admet que dans les conditions de la synthèse, l'alcool benzylique a été introduit en excès. Le rendement de cette synthèse est de 67%. Q10 proposait une modification du protocole expérimental permettant d'optimiser ce rendement. Alors ce qu'il faut savoir dans un premier temps, qu'un rendement, c'est la quantité de matière formée sur la quantité de matière maximale formée. Alors il y a des erreurs classiques qu'on peut commettre. On voit que par exemple on avait 75% d'alcool et seulement 25% d'acide, et on pourrait se dire, bah, tiens, si on mettait autant de l'un que de l'autre, ou autant en quantité de matière, si on mettait des proportions stoichiométriques, eh ben, ça serait super, ça marcherait beaucoup mieux. Alors c'est pas du tout le cas. Hein. Alors oui, on formerait plus d'ester, mais le gros problème, c'est que aussi le X-max serait plus grand. Et donc on ne gagnerait pas forcément en rendement, d'ailleurs même moins. Donc cette méthode-là, de mettre des proportions stoichiométriques, c'est pas du tout bon. Donc là, on va voir d'autres méthodes. Moi, j'en ai sélectionné 3, il y en a peut-être d'autres, pour améliorer le rendement. Alors tout d'abord, ce qu'il faut, c'est un quotient de réaction le plus faible possible. Et pour cela, on peut soit diminuer l'activité des produits, soit augmenter l'activité des réactifs. Alors, première méthode, on va jouer sur l'activité des produits. Donc l'intérêt, ça serait d'enlever, au fur et à mesure, un des produits formés pour baisser son activité. Donc là, par exemple, ici, le plus simple, ça serait d'enlever l'eau qui se forme. Pour cela, on prendrait un dispositif d'Instark qu'on va fixer sur le montage à reflux. Hein. Donc c'est comme un montage à reflux classique,
sauf qu'on va insérer cette petite pièce en plus d'Instark. Alors ça nécessite un solvant supplémentaire, hein, puisqu'il faut rajouter aussi du cyclohexane. L'avantage, c'est qu'on va tendre vers un rendement qui pourrait être proche de 100%, hein, si on travaille correctement. Alors deuxième méthode, l'alcool benzylique était déjà en excès. Si j'accentue cet excès, si j'en mets encore plus en excès, on ne va pas augmenter la quantité de matière maximale formée. Par contre, on va augmenter l'activité des réactifs et donc on va avoir un meilleur rendement. Donc plus l'excès sera grand et meilleur sera le rendement. Donc ça, c'était la deuxième méthode. Et une troisième méthode, c'est qu'une estérification, son gros défaut, c'est que c'est une transformation qui est équilibrée. Et donc, on pourrait la modifier par une transformation totale. Et en fait, il y a une méthode. Alors ça, c'est pas forcément un niveau terminal, hein, même si dans les TP, ça existe. Donc, c'est pas forcément ce qu'on attend, mais en tout cas, ça fonctionne. C'est qu'au lieu de mettre de l'acide éthanoïque, on va mettre ce qu'on appelle un anhydride éthanoïque. Et du coup, la transformation, c'est la même, sauf qu'elle est totale cette fois-ci. Et donc, on n'a plus de problème. On peut avoir jusqu'à 100% théorique de rendement. Donc pour moi, les 3 réponses sont valables, mais je mettrai quand même en avant plutôt la première méthode, hein, l'appareil de Dean Stark, qui est très utile ici. Exercice 3, coloration de la laine. Les premières teintures de la laine sont apparues il y a plus de 5000 ans. Dans cet exercice, nous allons étudier la synthèse d'un colorant et les conditions de sa fixation sur la laine. Partie 1, synthèse d'un colorant acide. Les colorants acides se fixent sur la laine en milieu acide. Nous allons étudier la synthèse de l'un d'entre eux, largement utilisé dans l'industrie textile. On vous donne en annexe certaines étapes du mécanisme et on vous donne aussi quelques données comme les masses molaires ou un cercle chromatique. Q1, définir un intermédiaire réactionnel. Donc on peut voir ici que dans les différentes étapes, il y a certaines entités qui peuvent être formées au cours d'un acte élémentaire, puis consommées dans un suivant. C'est ce qu'on appelle un intermédiaire réactionnel. Donc formé d'abord, puis consommé. Donc il n'apparaîtra pas dans l'équation bilan. Donc attention, il ne faut pas confondre avec un catalyseur qui est d'abord consommé, puis formé. Donc là c'est l'inverse, hein, d'abord formé, puis consommé. Q2, souligner les deux intermédiaires réactionnels présents dans les étapes. Alors si je regarde dans l'étape 1, on forme l'acide nitreux, qui est ensuite consommé dans l'étape 2. Donc là, on aura notre premier intermédiaire réactionnel. Ensuite, on voit qu'on forme un cation à la fin de l'étape 2, qui est consommé dans l'étape 3. Donc là, on aura également un intermédiaire réactionnel. Ça y est, on a souligné nos deux intermédiaires réactionnels. Ensuite, question 3, on nous demande d'identifier les sites donneurs et accepteurs d'électrons dans l'étape 1 en justifiant la réponse. Donc si je regarde dans l'étape 1, on va avoir différents atomes qui vont porter des doublés électroniques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un site donneur, ça va être un doublé, alors qui soit non liant, mais pas forcément, hein, ça peut être aussi un doublé liant, une liaison polarisée par exemple. Donc ici, l'atome particulier, c'est l'atome d'oxygène qui a une charge négative, et donc lui, il va avoir un de ces doublés qui va être un bon donneur d'électrons. Donc un donneur, il doit donner un accepteur. Un accepteur, ça va être un atome, ici par exemple, qui a une lacune électronique. Donc là, on a l'ion H+, hein, il lui manque un électron, donc il va accepter des électrons. Donc site donneur, le doublé sur l'atome d'oxygène qui porte la charge, et le site accepteur, ça va être l'ion H+. Ensuite, on vous demande de dessiner les flèches courbes qui vont schématiser les transferts électroniques au cours de toutes les étapes. Alors pour l'étape 1, c'est facile, puisqu'on a repéré le site donneur et le site accepteur. C'est simple, on prend une flèche qui part du site donneur vers le site accepteur. Donc on part bien du doublé électronique pour aller vers H+. Attention, une erreur classique, c'est de partir de la charge négative. Ce n'est pas du tout le cas, hein. On part d'un doublé électronique et vers le H+. Attention au sens de la flèche, certains élèves se trompent, part de H+, non, non, on part du site donneur. Alors si je veux reproduire la même chose avec les deux autres étapes. Alors pour l'étape 2, ça ressemble énormément à l'étape 1, hein. On a le même site accepteur, on a H+, et si je regarde dans l'espèce qui est formée, on voit que c'est l'oxygène qui porte le H, qui va encore donner un doublé, hein. Donc on va partir d'un doublé électronique du haut pour aller se fixer sur le H+. Donc ça ressemble beaucoup à l'étape 1, hein. Elles sont très proches l'une de l'autre. Alors l'étape 3, beaucoup plus compliquée. On va avoir une espèce qui va se scinder en deux espèces. Et si je regarde, on forme de l'eau. Alors, l'atome d'oxygène,
on voit qu'il a une charge positive, donc il accepterait volontiers un électron. Et s'il récupère un électron en cassant ce doublé lien, ben, on pourrait reformer la molécule d'eau. Donc c'est ce qui va se produire, hein. C'est-à-dire que le doublé liant entre O et N, il va venir être le site donneur vers l'atome d'oxygène. Et donc là, on va former l'eau. Le seul problème, c'est qu'en faisant ça, l'atome d'azote il perd un électron. Et donc il devient un site accepteur également. Et donc du coup, on peut avoir un doublé non-liant de l'oxygène qui va venir sur l'azote. Et là, à ce moment-là, on a notre triple liaison. Donc pour cette étape 3, c'était un peu difficile quand même. Il fallait avoir l'habitude, hein, de tracer ces flèches courbes pour s'en sortir. Et donc un conseil vraiment, faites très attention, on part bien d'un site donneur pour aller vers un site accepteur. Moi je les repère avec des petites lettres, A pour accepteur, et en coloriant un site donneur, hein, comme ça on repère bien, on va du doublé vers le site accepteur. On réalise la synthèse du colorant en faisant réagir 0,87 g d'acide avec 0,72 g de naphthol avec un excès d'acide nitreux, et on vous dit que la transformation est modélisée par la transformation. Alors on a un acide, un naphthol, un acide nitreux, on a un colorant plus deux molécules d'eau formées. Et on vous dit qu'on obtient expérimentalement 1,53 g de colorant. Et on vous donne des masses molaires des différentes espèces. Question 5. Déterminer en justifiant la masse maximale de colorant qui aurait pu être obtenue. Alors, c'est tentant, mais c'est archi faux. On pourrait se dire qu'on va additionner la masse de l'acide et du naphthol pour avoir la masse attendue de notre colorant. Alors ça ne fonctionne pas, hein. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'acide nitreux et l'eau, hein, qui rentrent en compte. Donc si on avait la masse d'acide nitreux et que tout était en proportion stoichiométrique et qu'on connaissait la masse d'eau, pourquoi pas, mais là ça ne fonctionnera pas. Donc c'est pas comme ça qu'on fonctionne. À partir des quantités des matières données, on va repérer ce qu'on appelle le réactif limitant, calculer Xmax et ensuite retrouver la masse maximale formée. Alors quand on a trois réactifs, pour trouver Xmax, on va faire un calcul qui est très simple. On va prendre la quantité de matière de l'espèce sur son coefficient stoichiométrique, et celui qui a le plus bas va donner Xmax. Donc d'abord pour l'acide. Donc ça va être quantité de matière d'acide sur 1, puisqu'on voit qu'on a un seul acide qui est consommé. Ça va faire masse d'acide sur masse molaire, qui vaut 0,87 sur 173,2, et on trouve 5 fois 10-3 mol. Alors si je fais le même calcul pour le naphthol, on va avoir N de naphthol sur 1, pareil, on a un coefficient 1 devant l'équation, ce qui fait M de naphthol sur la masse molaire, qui vaut 0,72 sur 144,2, qui vaut également 5 fois 10-3 mol. Et le troisième réactif, c'est l'acide nitreux, on vous dit qu'il est en excès, donc ça ne sera pas lui, hein, qui va être important pour Xmax. Donc Xmax, c'est la valeur la plus faible des trois, et donc 5 fois 10-3 mol. Alors maintenant que je connais la quantité de matière Xmax, on va pouvoir calculer la masse de colorant. Alors si je regarde dans mon équation, on forme une molécule de colorant, puisqu'on a un coefficient stoichiométrique de 1 devant. Ce qui veut dire que la quantité de matière maximale formée de colorant, ça va être Xmax. Et donc la masse maximale, ça sera Nmax fois M colorant, c'est-à-dire Xmax fois M colorant. Et donc la masse maximale, ça sera 5 fois 10-3 fois 328,3 qui vaut 1,64 g. Ensuite, Q6, on vous demande le rendement de cette synthèse. Alors ça, c'est une question qui est assez simple. Ça sera la masse expérimentale sur la masse maximale attendue. Donc ici, la masse expérimentale 1,53, la masse maximale 1,64, et on va retrouver 0,93, soit 93%, ce qui est un très bon rendement, hein. Donc après la synthèse, on va réaliser un spectre d'absorption du produit à l'aide d'un spectrophotomètre UV visible. Et on obtient le spectre suivant. Donc on voit qu'on a certaines longueurs d'onde qui sont très absorbées, hein, notamment les plus faibles, en dessous de 550. Et ensuite, sur les grandes longueurs d'onde, c'est pas du tout absorbé, hein. Donc on vous demande en Q7, en utilisant ce spectre, de déterminer la couleur d'un colorant. Pour cela, on va avoir besoin des couleurs absorbées. Alors, là où j'ai le plus grande absorption, on va voir qu'on est entre 450 et 520 nanomètres, c'est là où il y a le maximum d'absorption. Alors il y en a un petit peu autour de 420-430 aussi, il y en a un peu partout, mais là où on en a au maximum, ça va être ici dans cette zone. Et si je mets mon cercle chromatique,
on voit que cette zone, c'est plutôt du bleu. Donc ça veut dire que le colorant absorbe le bleu. Alors pour retrouver la couleur d'un colorant, dans le cercle, c'est la couleur opposée au bleu, et donc ici ça va être le orange. Donc le colorant sera orange. Donc partie 2, étude du bain de teinture. Pour une fixation optimale du colorant, on va baisser le pH, et pour cela on va utiliser souvent du vinaigre. Donc les vinaigres, c'est des solutions aqueuses d'acide éthanoïque, et ici on a un flacon étiqueté 8 degrés, ce qui correspond à une concentration en acide éthanoïque de 1,36 mol par litre. Alors on vous donne la réponse, dans certains sujets on vous demande de le calculer, hein, c'est pas forcément une question qui est très facile, il faut savoir le faire. On donne ensuite un volume VA de 10 ml de vinaigre, dilué 10 fois par une solution d'hydroxyde de sodium, de concentration 0,1 mol par litre. Et on va faire 12 titrages différents pour faire une étude un peu statistique, hein. Et on vous donne les résultats des 12 tests, hein, avec des volumes équivalents autour de 13,5-13,7 ml. Alors, démontrer comment obtenir la concentration à partir du volume équivalent. Donc pour le cas numéro 1. Alors le cas numéro 1, on a un volume de 13,5 et une concentration de 1,35 mol par litre. Alors pour cela, la première chose à faire, on met l'équation de réaction, hein, ça c'est important, pour les coefficients stoichiométriques. Donc on va avoir l'acide éthanoïque, donc CH3COH, plus l'ion hydroxyde HO-, qui va donner l'éthanoate CH3CO-, plus de l'eau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'équivalence, et uniquement à l'équivalence, on aura la quantité de matière d'acide éthanoïque initial sur 1, qui est le coefficient stoichiométrique devant l'acide éthanoïque, qui sera égal à la quantité à l'équivalence de l'hydroxyde sur 1 également, puisqu'on a également un coefficient 1 devant l'hydroxyde. Voilà, une fois qu'on a écrit ça, on va pouvoir transformer les quantités de matière en fonction des concentrations et des volumes. Donc on va avoir, pour la quantité de matière d'acide éthanoïque, ce sera la concentration diluée fois VA. Et pour la quantité de matière d'ion hydroxyde, ce sera Cb fois Ve. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est pas en fonction de la concentration diluée, mais la vraie concentration. Donc la concentration diluée, ça va être C sur F. F, le facteur de dilution, fois Va, qui sera égal à Cb fois Ve. Et si j'isole la concentration C, on aura C est égal CbVe fois F sur Va. Alors si je fais l'application numérique, on va avoir 0,1 fois 13,5 fois 10 divisé par 10,0, et ça donne 1,35 mol par litre, comme ce qui est écrit dans le tableau. Question 9. Parmi les valeurs suivantes, choisir et recopier sur la copie la valeur de C moyen et de l'écart type. Alors, il y a deux méthodes. Soit on saisit toutes les valeurs dans un tableur, sur votre calculatrice, et ça vous sortira la moyenne et l'écart type, parce que de toute manière, on n'avait pas besoin de justifier. Donc ça, c'est la première méthode. Personnellement, moi, c'est pas celle que j'ai faite. On peut trouver en éliminant surtout d'autres valeurs, hein. Alors, regardez, par exemple, pour la concentration moyenne, c'est pas très compliqué. On voit que la concentration, on est entre 1,35 et 1,375. Donc déjà, 1,9, c'est forcément faux, hein, puisqu'on n'a aucune valeur qui arrive à ce niveau-là. Donc c'est forcément faux, la première. La deuxième, 1,375, c'est la valeur maximale de notre concentration. Donc une valeur maximale, hein, ça ne peut pas être la valeur moyenne. Et donc notre valeur moyenne sera la troisième, hein, 1,3621. Donc voilà ce que je ferai moi pour la concentration moyenne. Pour l'écart type, c'est un peu pareil, il faut réfléchir. L'écart type, ça va être la moyenne des écarts à la moyenne. Là, on a un écart entre 1,35 et 1,37, donc on va avoir des écarts qui sont assez faibles, hein. Ça sera autour de 0,0 quelque chose. Donc forcément, un écart type de 1,3, c'est forcément faux. Et un écart type de 0,2, c'est forcément faux aussi, hein. Si on avait un écart type de 0,2, ça veut dire qu'on aurait par exemple, je sais pas, des 1,5 ou des 1,1, etc. Donc là, on n'a que des écarts sur le troisième chiffre significatif. Ça veut dire qu'on aura plutôt un écart type de 0,009. Donc par déduction, on retrouve les deux. Donc ça, c'était la méthode sans calculatrice. Avec une calculatrice, on saisit les 12 valeurs et ça vous donne tout, hein. Donc ensuite, on vous donne la définition de l'incertitude type en disant que c'est l'écart type divisé par la racine de n étant le nombre de mesures. Donc montrer que l'incertitude type, c'est 0,003 mol par litre, et écrire la valeur expérimentale de la concentration avec le bon nombre de chiffres significatifs. Alors pour le calcul de l'incertitude type, c'est facile, on vous donne la formule. Donc ça nous donne U est égal à sigma sur racine de n est égal à 0,009 sur racine de 12, 12 le nombre de mesures,
et ça vaut 0,0026 mol par litre. Pour un calcul d'incertitude type, on garde un seul chiffre significatif, donc il va rester 0,003 mol par litre, ce qu'il fallait démontrer. Attention, n'oublie pas la fin de la question, c'est-à-dire d'exprimer correctement la concentration moyenne. Donc on avait 1,3621 et on peut voir que pour notre incertitude type, on est au millième de mol par litre, hein, et donc on va avoir aussi une concentration arrondie au millième de mol par litre, c'est-à-dire 1,362 mol par litre. Donc pour vérifier si nos résultats sont cohérents, on peut faire un calcul de z-score, hein. Donc ça va être la valeur absolue de notre valeur moins la valeur de référence sur l'incertitude type. Donc Q11, vérifier l'accord entre nos résultats et l'inscription sur l'étiquette. Donc sur l'étiquette, on avait écrit C0, c'est 1,360 mol par litre. Et donc on va faire C moyen moins C0 sur U de C, ce qui vaut 1,362 moins 1,360 sur 0,03, qui vaut 0,7. Et 0,7 c'est inférieur à 2, et on dit généralement que pour un z-score inférieur à 2, on aura des résultats cohérents.